J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Et on commence toujours par un clap au tout début. On peut le faire ensemble si tu veux. 1, 2, 3. Yes. On était... Pas synchro. Pas totalement ça. On va essayer d'améliorer ça sur l'heure et demie. Exactement. On verra ça sur la fin. Eh bien, écoute Fabio, très heureux de pouvoir t'accueillir dans le podcast. Alors, c'est quoi ton histoire ? Merci. J'ai hâte que tu racontes un petit peu ton vécu, ce qui te construit aujourd'hui, ce qui construit ta vie aujourd'hui et ce qui t'a mené à être... l'homme que je vois devant moi aujourd'hui. La vie, elle est faite de décisions, mais quand on regarde une personne, ce qui est troublant, c'est que on voit la décision de la personne, mais on voit pas forcément les choix que la personne avait. Et je pense que c'est ces choix-là aussi qui constituent l'importance de la décision qui a été prise, tout comme finalement aujourd'hui je vois le résultat de toute une vie. Et je ne connais pas encore cette vie-là. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est quel était ton parcours, quel a été ton parcours pour expliquer justement le résultat de l'homme que je vois aujourd'hui. Et avant ça, avant d'arriver à la fameuse question, on passe par le speedrun question. Allons-y. Let's go. Ton prénom ? Fabio. Ah, c'est simple. Elle est facile celle-là. Je l'ai. Un peu moins simple peut-être, ton âge ? Un peu moins simple. Je vais fêter mes 33 là. Ouais. Ce mois-ci d'ailleurs. Je fête mes 33, donc presque 33 ans. Après c'est 80. Après c'est 80. Ouais. on la sent la bascule de la trentaine. C'est terrible. Mais pas si vieux non plus. Comme tu disais, le résultat de toute une vie, je crois que j'ai encore dit. Disons de toute une vie jusqu'à présent. Jusqu'à présent, d'un bout de vie. Exactement, d'un bout de vie. Ta profession aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis coach pour personnes en situation de cancer ou en rémission et accompagnant à l'emploi pour des personnes éloignées de l'emploi. D'accord. Je fais ces deux fonctions en parallèle. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? C'est assez récent, en fait. Les deux activités sont assez récentes. Elles sont issues d'un processus de... Je vais dire de reconversion professionnelle, même si c'est pas nécessairement comme ça que moi je l'ai vécu. Mais on va dire que la société, c'est comme ça qu'elle le voit. Parce qu'à l'origine, j'ai un bout de carrière de recruteur, chargé de recrutement. Et avant ça, tout un parcours de vente, dans le commerce, de plein de jobs différents qu'on explorera peut-être ensemble. Et avant ça, j'ai étudié la psychologie, donc voilà, c'est un peu la ligne directrice, c'est un peu ça. Le changement pour toi, ou plutôt rester dans un cadre où tu te sens safe et continuer à vivre justement dans cette safety place. Ouais, le changement, c'est clair. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est juste que c'est toujours plus rentable, en fait. Si tu as trouvé quelque chose qui te plaît, en fait, a priori, ça va évoluer. Même si tu as trouvé un truc qui te plaît, a priori, ça va évoluer, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, parce que toi, tes goûts vont évoluer, mais aussi parce que la chose va évoluer. Il n'y a rien que tu peux poser quelque part dans la vie qui va rester comme il est. Si tu le laisses quelque part et que tu détournes les yeux, même un instant, tu reviens dessus, il a changé. Et tu le vois, et on le voit tous dans nos relations, nos amitiés, nos amours. On rentre en relation avec quelqu'un, et puis le temps passe, et puis un jour, on se dit « Oh, mais est-ce que je connais cette personne ?» Pour le meilleur comme pour le pire, d'ailleurs. Donc le changement. C'est cool, le changement. C'est vrai. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'argent ? Un moyen. Et de la sécurité. C'est à la fois des moyens pour du changement, mais c'est aussi de la sécurité. Oui, c'est clair. J'ai un rapport
j'ai un rapport à l'argent un peu très secondaire, en fait. Pour moi, c'est la résultante du fait que tu es capable d'apporter de la valeur, en fait. Et on convertit ça en une valeur très pauvre, très grossière, entre guillemets, qui résume les choses très simplement, l'argent, qui tronque le réel, tu vois. Par exemple, un coaching. T'apportes quelque chose à quelqu'un, la personne estime que tu lui as donné de la valeur en échange, elle te donne de l'argent. Ouais. C'est bien plus complexe ce que tu lui as donné que ce que tu reçois. Ouais. Ce qui n'est pas du tout un problème, hein. Moi je veux de l'argent. Donc, voilà. C'est le deal de base. Je te donne un coaching, tu me donnes de l'argent. Il n'y a pas de. Mais l'argent ne veut rien dire. Là où ce que je lui ai donné, ça veut dire quelque chose. Mais par contre, si ça c'est l'inconvénient de l'argent, l'avantage, c'est que c'est versatile. C'est pratique. Je peux faire ce que je veux avec l'argent. Mais en tout cas, c'est le résultat du fait que j'ai apporté de la valeur, en fait. Si tu n'apportes pas de valeur, Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas rentier. Ouais. Je viens pas d'un milieu social où j'hérite d'un capital qui travaille pour moi, donc j'ai pas cette exception-là. L'argent, je l'ai que parce que je produis de la valeur. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui être riche ? Ça signifierait du coup de la reconnaissance. La reconnaissance de la valeur que j'apporte. Il y a un truc, un truc comme ça. Et puis ça voudrait dire aussi plus de moyens pour plus de projets, en fait, basiquement. Je sais pas si je la mets à la seconde place, en vrai. Enfin, je veux dire, en vrai, c'est trop bien, l'argent. Mais c'est juste que tu peux pas en fait, tu peux l'obtenir en la visant, en la mettant comme priorité, mais tu vas gâcher ta vie en l'obtenant comme ça. Alors que si tu vises l'idée que tu as derrière la tête, tu sais, cette idée, on en a tous une, tu vois, dont on parle pas ou dont on parle à quelques intimes, très secrets. Tu sais, j'ai un rêve secret. Putain, moi, ce que je voudrais, tu vois. Et on a le courage de l'assumer ou pas, et les opportunités de le découvrir ou pas, mais on a tous ce truc-là, tu vois. Et si tu fais ce truc-là, je te garantis que tu vas faire de la thune, tu vas générer cette matière argent, en fait, tu vois. Dans ton idéal, si quelqu'un pouvait te témoigner une certaine, justement, reconnaissance par rapport à ce que tu as accompli, par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu apportes, comment se manifesterait cette... l'argent, c'est bien. Message à tous mes amis. Montrez-moi que vous m'aimez. Non, plus sérieusement, justement, je pense que l'argent, c'est bien pour des relations plus éloignées, mais je mettrais beaucoup plus de valeur. Évidemment, c'est sûr. Enfin, j'ai pas pour passion de mourir de faim ou de pas pouvoir payer mon loyer, donc ça met quand même l'argent à un certain niveau. Maintenant, effectivement, j'accorde forcément plus de valeur à la reconnaissance que je peux obtenir de mes proches. Parce que c'est les humains que j'estime le plus, en fait. Et puis parce que plutôt que de me donner, c'est peut-être très pragmatique de le voir comme ça, mais plutôt que de me donner une valeur aussi grossière, entre guillemets, que de l'argent, ils peuvent me donner autre chose. Ils peuvent me donner la valeur qu'eux, ils produisent dans leur vie. Et ça, c'est incroyable, parce qu'ils te donnent quelque chose d'unique et qui est incroyablement précieux pour eux. Tu vois ? Et donc ça, c'est juste leur temps. Je crois qu'en fait, c'est ça. Pour moi, ça se traduirait comme ça, en fait. La reconnaissance dans mes relations. Et aujourd'hui, si je te demandais la phrase qui t'a mindfuck et qui a changé quelque chose dans ta manière de vivre, dans ta manière de voir certaines choses, ou peut-être même plusieurs phrases qui te sont restées comme ça en tête. Non, je t'avoue que j'ai pas trop ça. Ouais, mais et pour le coup, je vais laisser un blanc sur cette question, mais c'est un truc... en fait, les citations, les noms, les dates, et même les titres des chansons que j'adore, je suis infoutu de les retenir, tu vois. Il y a un truc où, en fait, je sais pas. Par contre, je l'absorbe, c'est là, tu vois. Mais je suis le genre de personne qui peut parler à quelqu'un pendant 1 heure, et genre, on va aller dans du deep, et je vais connaître toute la vie de la personne, mais je sais plus son nom. Alors, les finalement, citations... est-ce que c'est le plus important ? C'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis. Mais par contre, une idée, j'ai peut-être pas une citation, mais j'ai une idée, c'est l'idée que je peux toujours faire une conversion. Je peux toujours convertir quelque chose que j'ai en autre chose que je préférerais.
Et la question, c'est pas de s'apitoyer sur ce que t'as pas, c'est de te dire qu'est-ce que tu veux en vrai. 80% du boulot en vrai, c'est de définir ce que tu veux. Et ensuite, je suis prêt à l'échanger contre quoi. Et c'est pas une citation, mais c'est une idée qui me tient depuis des années. J'ai aussi une question qui a trait un petit peu à tout ça. Allons-y. Parce qu'aujourd'hui, la vie, elle est faite de compromis. Quand tu veux quelque chose, souvent, il faut que tu délaisses un truc pour un autre. Aujourd'hui ou hier, d'ailleurs. Ouais, exactement. Ça me fait d'ailleurs penser à Full Metal Alchemist. C'est c'est le principe de l'échange équivalent. Ouais, totalement. Ouais. Alors, ma question, c'est quel a été pour toi le plus gros compromis que tu aies eu à faire pour obtenir quelque chose? Eh ben, tu vois, parce que j'entends que derrière compromis, il y a quand même une idée un petit peu de ressentir la limite, de frustration, de quelque chose qu'on n'aime pas, à la limite. Non. Et en fait, en vrai, je suis vraiment fine avec mes choix. Et j'ai pas l'impression que les échanges que j'ai faits, je les ai vécus comme des compromis. Tu vois. Les seuls qui me laissent un goût d'amertume, c'est ceux que j'ai faits sans savoir ce que j'étais en train de faire. Je viens de quelque part où... Et peut-être on en parlera plus, peut-être pas, mais enfin... Où j'ai beaucoup souffert psychologiquement et où il y a des moments dans ma vie où j'étais si confus et j'avais pas les outils. Je souffrais, c'est une chose. Déjà, ça trouble la vision. Mais en plus, j'avais pas forcément les outils à ces moments-là de ma vie beaucoup plus jeune. Et là, j'ai pu faire des choix. Et tu vois, quand je vois ce que ça m'a coûté, il y a l'adulte que je suis devenu, il voit ce gamin-là, et franchement, ça le révolte en fait qu'on l'arnaque comme ça, tu vois. Il y a vraiment un truc comme ça. Bon, après, c'est des parcours de vie. Et en fait, au final, ça m'empêche pas de dormir non plus, mais ouais. Eux, je les vis comme des limites et des compromis. Tu vois, on va peut-être en parler alors. Pour toi, aujourd'hui, t'es plus émotion ou rationnel? Et toi? Tu vois, tu la vis comment, cette différence entre... C'est une drôle de question, tu vois. C'est une drôle de question, tu vois. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais j'aimerais que tu me dises, est-ce que toi, tu vis une dichotomie entre ces deux éléments-là quand tu réfléchis? Entre ces deux éléments-là, je dirais que s'il y a certaines décisions que j'ai prises qui ont été faites à contre-cœur, malgré le fait que mon cœur disait que cette chose-là, elle peut nous faire du bien, même s'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Mais ensuite, il y a le rationnel qui est arrivé, qui m'a dit, OK, est-ce que tu veux faire autant d'efforts pour cette chose-là qui te procure une bonne émotion, alors que tu fais une rupture complète d'un coup, ça va te faire très mal, mais tu auras un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, tu pourras reconstruire les choses différemment. Ok, ouais. Et du coup, j'imagine que ça, c'est quelque chose qui crée beaucoup d'altérité entre toi et moi, parce que je crois que j'ai toujours beaucoup fait mes choix par instinct. Et je crois pas que ça m'empêche je compte vraiment sur ma capacité d'analyse pour plein de choses. Mais pour moi, c'est indissociable parce qu'en fait, les émotions, c'est un instinct, elles te disent quelque chose. Et en fait, j'ai appris avec les années. Je prends vraiment comme un daron pour le coup, mais écoute-moi bien. Du haut de mes 33 ans. Non, mais je crois vraiment que, en fait, les émotions, il n'y a pas à dire elles ont raison ou tort. Peut-être que est-ce que c'est dangereux ce qu'elles essaient de me faire faire? En fait, elles ont raison. Du point de vue de l'équilibre de ton système, en fait, elles ont raison. C'est un fichier zip qui contient ta vérité, en fait. Et ensuite, pour moi, le jeu de l'esprit, c'est avoir la bonne grille de lecture pour savoir ce que ça veut réellement dire, cette émotion, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, c'est un peu différent de dire l'un ou l'autre, en fait. En fait, on est des animaux purement instinctifs. Et en plus, on a la capacité de mettre un stop au moment de passer à l'instinct et de dire « Attends,
comment je le fais exactement, ce truc-là, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est plus ça, en fait. C'est pas un VS, c'est un et. C'est émotion et. Voilà. Et effectivement, dans cette question, c'est pas forcément binaire. Il n'y a pas forcément je suis foncièrement rationnel ou je suis foncièrement émotionnel. Puisqu'il y a des moments où tu vas pouvoir être plus rationnel que suivre, on va dire, une certaine... Admettons, tu arrives dans une situation où tu es fou enragé. Tu es en colère parce que, justement, il y a cette situation-là qui a engendré cette émotion-là. Après, le rationnel, pour moi, il intervient dans est-ce que c'est approprié que je me mette en colère là, maintenant, tout de suite, que je montre que je suis en colère. Ah ouais. Et c'est plutôt là que je dirais que, dans mon cas, le rationnel, il vient à ce moment-là. Parce que une personne qui serait plus émotionnelle, elle serait impulsive et laisserait libre cours à ses émotions à ce moment-là. Je suis pas d'accord. Ouais. Respectueusement, mais je suis pas oui. d'accord. Parce qu'en fait, la réalité dans ta situation, là, tu me dis, une situation, j'imagine que quelque part, tu penses peut-être à une situation où tu t'es retrouvé en colère et puis tu t'es dit, non, là, c'est pas le moment. Ouais. Ok. Mais en fait, t'es en colère. Ton esprit peut être aussi intelligent qu'il veut, il peut pas éteindre le bouton de la colère. Elle est là. La vérité de ton système, c'est que tu es en colère. La question, c'est pas est-ce que tu es en colère ou pas, c'est qu'est-ce que tu fais de cette colère. C'est déjà plus la même chose. Après, de là à pas l'exprimer... Ou du moins, pas comme on pourrait l'entendre. Tu peux exprimer ta colère. Ouais, non, mais je comprends. Tu prenais l'exemple effectivement d'un impulsif, effectivement, d'une personne impulsive, voilà, qui pour le coup, mais je sais pas, tu vois, je me dis, en fait, c'est comme une matière brute et après ça se raffine, en fait, tu vois. Quelque part, il y a même un monde où en fait, c'est presque avoir moins d'émotions que savoir moins les traiter. Parce que je suis en colère, tu vois. La colère, déjà posons un truc, hein, culturellement, la colère, c'est mal vu aujourd'hui dans notre société. Bon. La réalité, c'est que c'est une émotion comme les autres. Tu vois, c'est aussi bien que la joie, que la peur. Et quand je dis bien, je ne parle pas d'un point de vue moral, je dis c'est aussi fonctionnel. Ça a une fonction de survie, d'équilibrage de ton système. Maintenant, c'est brut. À toi d'avoir les outils culturels en toi pour en faire quelque chose. Tu vois, oui, il y a des gens pour qui c'est parfaitement OK quand ils sont en colère de frapper leur compagne. Bon, ok, tu vois. Mais la colère, c'est aussi... En fait, c'est une force. C'est quoi la colère ? C'est la force de réaffirmer ou d'affirmer une limite. De dire, je défends ça. Non. Ou oui. Oui à ça, non à ça. Et en vrai, moi, je pense que c'est probablement une des énergies, voire l'énergie la plus créatrice qu'on ait en nous. Parce que ça nous désinhibe. Tu vois, la joie, on la partage. La joie, c'est très cool. On la partage, on la donne, mais on ne crée pas. Tu vois, la colère, ça te fait construire quelque chose. Ça te fait dire non, ça, c'est fort. Tu vois. Et du coup, c'est ça, quelque part, puisque l'émotion, tu la mesures, l'émotion de quelqu'un, tu la mesures pas à ce qu'il ressent, parce que tu la ressens pas. Tu la ressens à ce que tu vois comme résultat. Et si la personne a les outils culturels pour construire sur son émotion, que ce soit la colère, la peur, la joie, et ben c'est comme ça en fait que tu peux connecter avec l'émotion de l'autre. C'est pas par magie. Donc quelque part en fait, avoir de l'analytique, de l'intellectuel sur de l'émotionnel, c'est en fait avoir plus d'émotion. Tu vois le continuum. Un moment où tu t'es senti complètement seul dans ce parcours que tu as. Ouais, en fait là comme ça très vite, tu vois, y en a 3 qui me viennent. Mais c'est pas forcément seul dans un sens négatif. Hein. Parfois ça l'est, mais pas forcément. C'est pas seul délaissé, tu vois. Parfois oui, et puis parfois c'est simplement seul avec toi-même. Tu vois, dans quelque chose de super positif, ou parce qu'en fait, parfois ressentir profondément la solitude, c'est aussi comme te retrouver dans une espèce de cathédrale de silence en toi-même, et chaque mot que tu vas te dire résonne de fou, et ça crée des moments aussi super importants avec soi-même. Et puis avec le temps, avec les années qui passent, on se souvient comme quelque chose de fondateur dans l'acte de s'être dit quelque chose, tu vois. Et tu te rappelles, je me suis dit ça, comme une promesse, tu vois. Et donc, du coup, j'ai 3 moments comme ça. Le premier, c'est
J'ai 14 ans, je crois. Ouais, j'ai 14 ou 15 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je réalise... j'ai une prise de conscience que ma famille est complètement dysfonctionnelle. Et genre, je le réalise, mais vraiment, je le ressentais déjà avant ça. Et là, en fait, je me retrouve... c'est un moment où j'avais commencé à lire beaucoup de littérature, beaucoup de romans. Et je me suis retrouvé, en fait, face à des... Et en fait, les personnages, c'est quelque chose qui me... Enfin, je me plongeais là-dedans. J'étais avide. J'étais avide des interactions d'intimité que les personnages de tous les livres que je lisais avaient. Et à un moment, sur ces 14-15 ans, à un moment, je réalise, je sais même plus ce que j'étais en train de lire à ce moment-là, mais la réalisation et l'inconfort que j'ai ressenti à ce moment-là m'a fait un réveil, un électrochoc, quoi. Vraiment, je me suis dit, putain, mais attends, mais en fait, c'est pas du tout... Je vois comme ça se passe dans la famille des gens là que je suis en train de lire, et t'as des familles bien, t'as des familles moins bien, t'as des parentalités, des fratries, des amitiés qui sont présentées, voilà. Et là, je me dis, mais attends, mais ça va pas du tout, en fait, comme ça se passe chez moi, tu vois. Et ça m'a vraiment... ça m'a mis... En fait, j'ai comme senti le sol se lâcher sous mes pieds. Et en fait, typiquement, c'est un moment où là, j'ai accédé à un niveau de souffrance, de panique, en fait. Je me suis dit, ah, mais c'est chaud. En fait, il me manque vraiment un truc super important, en fait, là. Et du coup, cette détresse que j'ai ressentie à ce moment-là, ma réponse, en fait, ça a été de me dire, ok, en fait, je peux pas compter sur eux pour me donner ce qu'on devrait me donner en tant qu'enfant, adolescent. Je percevais que il y avait déjà du mal qui avait été fait, et là, je me suis promis quelque chose, je me suis promis que moi, j'allais m'occuper de moi-même, en fait. Donc, en fait, il y a ce moment où je me fais la promesse avec le recul, en fait, c'était simplement la promesse de dire, je suis un adulte pour moi-même. Parce qu'en fait, là, il va falloir le faire, tu vois. Ouais, ça, c'est le premier moment. Et dans ce premier moment, qu'est-ce qui a été pour toi ce manque-là dont un enfant de 15 ans, de 14 ans, a nécessairement besoin, que tu n'as pas eu? C'est des trucs malheureusement trop classiques. La sécurité émotionnelle, la communication, l'ouverture intellectuelle sur l'altérité. Tout simplement, en fait, tu vois, le simple fait qu'on s'intéresse de manière proactive à qui tu es et qu'on te laisse aussi accéder à qui les autres sont. Ben, c'est ça, tu vois. Et ça commence avec tes parents, en fait, tu vois. Ouais, ça m'a beaucoup manqué, ça. On pourra sans doute en parler peut-être après, mais c'est quelque chose que tu as voulu... Comment tu as voulu pallier à ça à partir du moment où tu t'es rendu compte de ça? Ouais, c'est sûr. Ouais, je me suis... la promesse impliquait que j'en reste pas là où j'en étais. Ça, c'était évident. La notion de croissance et de changement, elle est, tu vois, elle est inscrite depuis très, très longtemps. Mais j'y ai répondu comme je pouvais, avec les moyens que tu as à 14 ans. Et j'ai commencé par y répondre par l'amitié. Et j'y ai beaucoup répondu aussi par... en fait, puisque je me suis rendu compte que c'est la littérature qui avait créé ce déclic, exactement. J'ai cherché la réponse dans la culture, en fait. Et donc, j'étais déjà très curieux de musique, de cinéma et de lecture, mais c'est devenu pire. Ah ouais? Ouais, je me suis vraiment enfermé là-dedans. J'écoutais tout ce que je pouvais, je dessinais des arborescences des genres et sous-genres et des artistes musicaux pour... et je crois que je cherchais des réponses, en fait. Je cherchais des réponses sur comment on pouvait être autre que ce que je connaissais pour l'instant. Tu vois? Et c'était déjà une quête, en fait, de tout le continuum d'altérité, en fait, que l'humanité pouvait proposer quelque part, tu vois?
à laquelle, ironiquement, du coup, j'avais pas accès de manière si authentique, parce qu'en fait, c'était très compliqué pour moi de rentrer en communication avec les autres, parce qu'en fait, j'étais terrorisé. En fait, j'étais terrorisé de rentrer en contact avec quelqu'un d'autre. Je l'avais jamais vraiment expérimenté de mon enfance. Et là, créer du lien sécure et intime à 14 ans, j'en étais mais juste incapable. Donc, ouais, c'est le matériau culturel quoi, qui a fait le job pour moi. Quoi. Et tu as fini par trouver tes réponses quelque part? Aujourd'hui, oui, je pense. Ouais, vraiment, ouais. Aujourd'hui, je pense. Mais ça s'est pas fait si simplement. Et du coup, effectivement, il y a eu 2 autres moments pour moi qui ont été assez constructeurs et qui sont vachement dans la continuité de celui-ci, en fait. Le deuxième, je sors d'une... J'ai quoi? J'ai 26 ou 27 ans et je sors d'une relation amoureuse très, très compliquée, vraiment très conflictuelle, Il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup vraiment... on a tous les deux cette relation de jeunesse où parfois ça se passe très bien et puis parfois en fait les 2 personnes qui se retrouvent dans la relation sont giga blessées et rejouent un cauchemar qui est le leur et il faut qu'elles le rejouent pour apprendre. Et moi j'ai fait ça et j'ai fait ça des années et je suis sorti de là mais épuisé quoi, éreinté et dans ma vie vraiment très fragilisé sur beaucoup de plans en fait, parce que du coup je me suis retrouvé dans une boucle où, voulant protéger je crois aussi les gens que j'aimais du sentiment d'insécurité que moi j'avais pu ressentir, et ça je le comprenais pas à l'époque, c'est avec le recul que je le comprends. Je faisais beaucoup de choses pour aider les gens que j'aimais. Pour moi aimer ça voulait dire je vais te mettre en sécurité, tu vois. Et je l'ai fait, en travaillant beaucoup pour pouvoir payer des choses, pour pouvoir payer du confort, payer les loyers, payer des parcours scolaires. Et clairement, sans penser à moi, vraiment. Et du coup, quand je sors de là, je me retrouve vraiment, tu vois, mal, quoi. Et je me retrouve hébergé par une amie d'enfance qui a de la place chez elle. Elle vit dans une baraque. Il y a une pièce pour moi. Mais c'est un peu... c'est un lieu bizarre, tu vois. C'est un lieu de passage. C'est un lieu... personne n'a vraiment l'air de vivre là. Il y a des gens qui ont l'air d'utiliser certaines de ces pièces pour juste stocker des matériaux ou des outils. C'est une maison bizarre. Et ça reflète très très bien où moi j'en suis à ce moment-là, tu vois, genre ma vie c'est un chantier total, tu vois, et je peux avoir une pièce du coup ici et ça peut me mettre en sécurité, donc c'est incroyable, mais ça va pas bien, ça va pas bien, tu vois, ça va vraiment pas bien. Et en fait il y a une nuit et je me lève et puis je vais dans le couloir. Je veux juste aller à la salle de bain. Et puis là, je vois mon champ de vision qui se rétrécit, les oreilles qui sifflent. Je suis genre, ouais, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc je m'assois. Je m'assois par terre. Je me dis, ça, c'est pas bon. Et là, je me vois dans le miroir. Il y a un miroir, en fait, dans le couloir qui fait tout le corps, comme ça. Donc du coup, assis par terre, je me vois. Et là, je vois un mec. J'ai de la peine pour lui, quoi. Je me dis, putain, c'est quoi ce clodo assis par terre, tout grumps, tout palo. Bon, je suis déjà pas le mec, tu vois, qui bronze le plus, mais clairement, là, ça va pas, tu vois. Les yeux rouges et tout. Et puis, en une seconde, je réalise qu'en fait, c'est moi, tu vois. Et du coup, je regarde à l'intérieur, et en fait, à l'intérieur, c'est le même bordel. Et je suis genre, ok, en fait, en gros, tu vois, là, j'ai une émotion, et là, le cerveau... analytique, il a pris le relais, tu vois. Et j'ai vu 3 courbes. Il y en a une, c'était je continuais comme ça, en fait, la déprime, j'allais dans le mur et c'était suicide à court terme. Hein. Enfin, franchement, il n'y a pas d'autre option là. La deuxième option, c'était je joue la sécurité, je me trouve un petit job un peu mieux payé que ce que j'ai, et puis voilà, puis c'est un job que j'aime pas, mais au moins je peux me payer des petites choses de base et tout. Dans 5 ans, je me réveille, je trouve que ma vie c'est de la merde, et je pète un câble.
Bof. La troisième option, c'est je me tue maintenant. C'est j'essaie maintenant de faire le meilleur truc possible pour moi avec les cartes que j'ai. Et je convertis. Et j'ai repensé à cette vidéo de la meuf qui est partie d'un trombone là et qui a eu une maison. Tu vois. Et je me suis dit, je vais faire pareil, mais avec mes ressources internes, tu vois. Genre là, clairement, j'ai un bol de trombone. Genre mes ressources psychologiques et morales internes, c'est un bol de trombone. Je vais convertir. Je vais convertir jusqu'à avoir une maison. Et en fait, si tu fais ça avec un vrai trombone, t'as une maison. Si tu fais ça avec tes ressources émotionnelles, t'as un foyer. Bon, aujourd'hui, j'ai réussi ça. Mais ça aurait pu ne pas être le cas. Et ce qui nous amène du coup au troisième événement. Et juste avant, ouais. Comment tu t'as ressenti là ce déclic, toi, face au miroir comment tu l'as vécu de manière interne, profonde? Ça a été une grande claque. Ça a vraiment été une claque. Et comme la question l'induisait, hein, c'était un moment de solitude. Je me suis dit, là, je suis seul, en fait. Là. Vraiment, ce truc de t'es seul face à toi-même. Et il n'y a personne. Il n'y a personne qui comprend ou qui a accès à ce que tu es en train de vivre. Non pas que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Je pense que ça fait profondément partie de la condition humaine de pouvoir se retrouver dans des situations pareilles. Mais ça fait aussi partie du jeu de la condition humaine d'être seul face à ce truc-là. Et là, j'y étais. Et tu vois, je me suis senti très triste, mais une tristesse gorgée d'empathie, en fait, envers moi-même, tu vois. Et j'ai eu peur. J'ai eu super peur. Peur de quoi? Peur que la troisième option marche pas. Peur que je fasse la troisième option, de tenter vraiment de faire le truc opti vraiment gigabon pour moi, et que j'y arrive pas, et que ça dise quelque chose de moi. Tu vois? Et que ça dise qu'en fait, je le méritais pas, tu vois. Et ça m'a terrifié. Et je me suis dit, hop. Ça c'est de la merde. Ça, on va dire qu'on s'en fout, ça. Et en fait, je me suis dit, ça fait longtemps que je traîne des idées comme ça, limitantes, à ce moment-là, quand je suis devant le miroir. Ça fait longtemps que je traîne des idées de « je le mérite pas, j'en suis pas capable ». Ou plutôt « ouais, j'en suis capable, mais on va toujours finir par me le prendre parce que je le mérite pas ». C'était vraiment ça, en fait, le truc, tu vois. Et je me suis dit, en fait, t'as essayé de soigner ça et tout machin, t'as pas réussi. Et je me suis dit « stop the healing ». Genre, juste, t'as une jambe pétée, ok, elle est pétée, tu vas marcher quand même avec une jambe pétée. On verra s'il faut l'amputer à la fin, du coup, tu vois. Mais je me suis dit, en fait, maintenant, à chaque fois qu'il y a cette voix toxique qui te dit un truc comme ça, parce qu'il faut comprendre aussi que cette voix toxique, elle m'amène aussi quelque part à la situation où je suis à ce moment-là, assis comme un pecno devant le miroir. Là, je me dis, tu l'écoutes, à chaque fois qu'elle parle, tu l'écoutes, pas de problème, même pendant 3 heures, hein, si tu veux, pas de problème, juste, tu prends aucune décision en fonction d'elle. Même si ça doit te briser mentalement de faire ça, parce que ça provoque de la panique, du coup, tu vois, l'idée d'aller à l'encontre du, tu vois, parce que c'est toxique, mais au moins ça équilibre, tu vois. Donc là, c'est un deal extrême, en fait, tu vois, sur le plan psychologique. Et puis je me suis dit, ok, vas-y, y a vraiment un truc, je me suis senti un peu comme séparé d'un truc en moi, tu vois. Et ça a créé un sentiment de vide qui m'a confus très longtemps. Et en même temps, à partir de là, j'ai commencé à pouvoir bouger les poignets déliés beaucoup plus dans ma vie. Ouais, beaucoup plus. Et ça a été le début de plein d'aventures vraiment très très cool, en fait, à partir de là. Parce que comme je te disais, du coup, en fait, quelque part, en fait, je crois que dans la vie, je cherche des choses simples. Tu vois. Mais je crois aussi qu'obtenir les choses simples, c'est très complexe. Et je pense pas du tout qu'il faille être modeste et peu versé dans des idées de croissance pour obtenir les choses simples de la vie aujourd'hui. Je crois même que des personnes qu'on peut entendre beaucoup gesticuler sur des idées comme devenir millionnaire,
avoir, je sais pas, tu sais, bon, toutes ces choses, avoir une carrière, mais pas parce que ça te passionne, mais pour la carrière, pour la reconnaissance sociale que ça donne, pour être un alpha ou je sais pas, tous ces trucs-là. En fait, en vrai, pour moi, c'est une mentalité qui se leurre pour pas affronter les trucs qui font vraiment peur. Parce que quelque part, c'est plus simple de se dire « Ouais, vas-y, le million » que de se dire « Je vais fonder un foyer plein d'amour. » Waouh. Je sais ce que c'est le plus lourd, tu vois. Surtout là où toi, t'en as pas forcément eu. Oui, clairement, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense pas qu'un million, t'en profites si t'as pas ça. 1 million, si t'as pas de foyer, t'en profites pas. Et je pense qu'en visant que le million, même si t'as le foyer plein d'amour à la base, je suis pas sûr que tu l'aies longtemps, tu vois. Ouais. Parce que si toi, ta priorité, c'est le million, peut-être que les gens qui sont dans ton foyer aussi, leur priorité, c'est ton million. Ouais. Ah. Ouais. Nous voilà face à un problème. Ouais. Ce qui t'empêche pas, ce qui veut pas dire il faut pas avoir 1 million. Enfin, tu vois, je veux dire, sinon ça voudrait dire il faut vivre dans la misère pour être heureux. Non, c'est pas le cas non plus. C'est mieux d'avoir 1 million. Mais faut que ce soit la priorité de personne. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est comme ça. Et ça recoupe bien avec le troisième moment parce que je suis à un moment dans ma carrière où du coup j'ai une carrière dans le recrutement, ça va bien. Bon an, mal an, je m'en sors quand même plutôt bien dans ce job. C'est pas un job dans lequel je m'épanouis totalement parce que moralement je m'y retrouve pas toujours forcément et puis c'est un ethos de gars d'école de commerce, d'ingé, d'informatique, tout ça. Moi je viens des sciences humaines, enfin je veux dire, tu vois, il y a un décalage culturel, tu vois. Mais moi j'ai fait ce choix-là de partir sur cette voie de carrière, déjà parce que j'en ai eu l'opportunité et aussi parce que je sentais que c'était une voie de croissance incroyable pour moi. Et si tu veux, entre porter des cartons dans des chambres froides et ça, j'ai vite compris ce qui allait me permettre d'exploiter le plus mon potentiel intellectuel. Bon. Donc du coup, je fais ça et il y a des projets, il y a des choses qui avancent. L'argent rentre aussi, c'est incroyable. Ça commence à être une belle vie, tu vois, c'est cool et tout, machin. Et puis, entre-temps, j'ai aussi rencontré une nana juste incroyable, Olivia, qu'on nommera. Ce sera plus simple pour la suite. Avec qui, franchement, qui est à la fois la meilleure relation amoureuse que j'ai eue et en même temps juste ma meilleure amie, en fait. Enfin, c'est juste trop bien, cette relation. Et donc, du coup, je me sens bien, tu vois. Je sens que je suis en train de prendre vraiment les moyens que j'ai envie de prendre, quoi. Et là, paf, Olivia, on est à la maison, on est en train de passer un petit moment tous les deux, tombe dans les pommes, je comprends pas ce qui se passe, catatonie et tout. Plus tard, on comprend que c'est une crise d'épilepsie, urgence, tatati tatata. Le lendemain, rendez-vous avec le médecin, cancer du sein, métastase, cerveau, poumon, tout. Enfin, le truc vraiment. Je veux dire, même dans les films, ils t'écrivent pas un dossier médical comme ça, parce que sinon les gens ils vont dire ouais, mais c'est trop, tu vois. Et non. Ouais, nous on l'a eu IRL, tu vois. Et là, il y a une question qui s'est posée. Parce que forcément, elle, du coup, ça a eu des conséquences dévastatrices sur sa vie. Enfin, tu vois, je veux dire, son métier, ses ressources financières. La disponibilité qu'elle pouvait avoir aussi pour une vie amoureuse, pour un couple, pour... bon, tu vois, en fait, parce que derrière, c'est tout un parcours de soins, c'est des opérations chirurgicales, c'est des traitements, c'est des rendez-vous. C'est des rendez-vous. C'est un tunnel de plusieurs années de rendez-vous médicaux toutes les semaines. C'est ça, en fait, aussi la réalité. Et donc, il y a un espèce de package qui va avec un diagnostic aussi lourd, qui est déjà lourd à porter, qui est... une charge mentale, en fait, si tu veux, pour la gestion du parcours de soins. Et tout ça, elle le sait, elle le perçoit, elle m'en parle. Et moi, en fait, là, à ce moment-là, je suis à 140 sur l'autoroute, en fait. Tu vois. Mais je suis à 140 sur l'autoroute
avec la musique à fond, les fenêtres ouvertes, on est bien. Et là, elle me dit, tu peux faire une pause à la station, faut que je te parle d'un truc. Ouais. Et il y a vraiment ce truc, je me sens comme ça dans ma vie à ce moment-là. Je me sens une belle journée d'été, à la station-service de l'autoroute. Et là, il faut que je décide si je continue sur la route pour descendre dans le sud ou si il faut faire demi-tour. Et s'il faut faire demi-tour, pas pour moi, tu vois. S'il faut faire demi-tour pour l'autre. Et là, c'est un grand moment de solitude. Parce que cette décision, je peux la prendre que tout seul. Il n'y a personne autour de moi qui a la possibilité, qui a l'expérience de vie, qui a un recul, peut-être aussi sur des choses comme ça. Et puis, quand bien même, j'aurais eu un sensei incroyable, tu vois. En fait, la décision, elle m'appartenait toujours, tu vois. Ouais. Parce que toutes les informations, c'est toi qui les avais. Ouais, c'est ça. Puis ma vérité émotionnelle, en fait, tu vois, celle-ci, il n'y a que moi qui la capte, en fait. Ouais. Et là... Et en fait, là, c'est ce troisième moment de grande solitude et où je me dis un truc qui est assez marrant et je te le partage parce que c'est quand même intéressant, je pense, d'homme à homme aussi de se partager des trucs comme ça. Mais tu vois, là, à ce moment-là, je commençais, comme je te disais, à avoir le sentiment de me dire, ouais, c'est cool, tu vois, là, ça commence à bien upgrader, ça commence à le faire et tout. Là, je me suis dit, ta première décision d'homme, c'est là. Ouais. Là, t'es un homme. Là, tu prends une décision d'homme. Là, tu décides si tu laisses la personne que t'aimes derrière, et c'est un choix. Et j'aurais laissé personne me critiquer moralement si je l'avais fait. Ou tu décides de rester. Bon. Et si tu restes, tu dois l'assumer. Et tu dois l'assumer. Ouais. Bon, moi, je suis resté. Je respecte les gens qui ne restent pas. C'est dévastateur, évidemment, pour la personne qui, du coup, elle, doit se retrouver toute seule à gérer un parcours de soins. Mais je comprends. Parce que ce que ça demande, oh là là. Alors évidemment, c'est qu'une fraction de ce que ça demande à la personne qui vit, elle, le parcours de soins, les opérations, le péril face à la mort. Je veux dire, c'est qu'une fraction de ça, on est d'accord. Hein. Mais c'est déjà une bonne dose de... Ouais, c'est déjà une bonne dose de venin dans les veines. Ouais. Et ça a été très... ça, c'est une décision très importante pour moi parce que elle m'a évité de prendre cette décision. C'était prendre la décision entre... qu'est-ce que je priorisais, en fait ? Est-ce que je priorisais de moi mettre mes curseurs visibles socialement au max en continuant ma carrière ? Statut social, argent, réseau, tu vois ? Et accès à l'hédonisme, parce qu'en fait, c'est ça aussi, tu vois. Les bons restos, tu vois, les bonnes soirées, les bonnes bières, machin. Ou est-ce que je prends tout ça et je choisis d'accompagner quelqu'un que j'aime pour lui donner peut-être 1% de chance de plus de s'en sortir. En vrai, avec le recul, franchement, moi, tu me poses ça comme ça, je te dis décision de con de rester, tu vois. Ouais. Et pourtant, je ne l'ai jamais regretté, tu vois. Et non seulement je ne l'ai jamais regretté, et en plus, j'ai vraiment le sentiment d'avoir tiré un bénéfice en termes de croissance humaine et puis de souvenirs incroyables aussi avec Olivia, ou juste avec moi-même d'ailleurs, vraiment imbattable. Imbattable. Il n'y a aucune carrière qui peut te donner ça, je crois. Aujourd'hui, quels sont les effets que tu peux constater ? Quels sont les résultats de cette décision ? De cette dernière décision-là ? Déjà, honnêtement, une relation incroyablement profonde et authentique dans ma vie. Ça, c'est clair. Parce que ce qu'on a traversé, en fait, c'est... Oui, il y a le truc terrible, si tu veux, tu vois. Il y a le truc à faire pleurer dans les chaumières et tout. Ça, tu vois, j'en ai plein des histoires comme ça. Mais il y a tout le reste aussi. Ouais. Parce que toi, quand tu le vis,
Alors, en fait, tu me diras, il y a des gens, ils le vivent vraiment sous cet angle-là du pathos et ils subissent le truc. Et ce que je comprends, parce qu'en fait, franchement, on t'annonce que t'annonce un diagnostic comme ça. Déjà, le pronostic, on t'en parle même pas tellement il est dégueulasse. À tel point que les trimestres passants, quand t'es encore en vie, mais t'as des médecins, je te jure, qui sont désagréablement surpris que tu contredises leurs stats. Hein. C'est quasiment comme ça qu'on te fait sentir parfois. Hein. C'est une réalité aussi, sans cracher évidemment sur tous les médecins et tout. Hein. Mais il y a ce truc de m'émeu en fait statistiquement. Donc c'est très dur. Donc en fait, des gens pour qui tout va bien entre guillemets dans la vie, ils mènent une vie normale et puis d'un coup on leur dit ça, c'est l'équivalent de Mike Tyson qui rentre chez toi, échauffé et il t'enchaîne, tu vois. Et donc du coup là, faut réagir, tu vois, très vite. Ouais. Et il y a des gens qui se remettent pas de ça et qui subissent le truc tout le long. Et nous, par chance. Et aussi parce qu'on on avait les ressources et on les a exploitées pour mettre des choses en place. On l'a pas vécu comme ça. On l'a vraiment vécu comme un truc sans nier la difficulté et la souffrance. Ça aurait pas été très de bon goût, mais pas non plus à rentrer dans un truc morbide, quoi. On a vraiment cherché à avancer en fait, à dire bon, en fait, la vie maintenant c'est avec ça. Pour l'instant c'est avec ça. Qu'est-ce qu'on fait des cartes qu'on a en main pour continuer à avancer sur ce sur quoi on peut avancer. On l'a posé comme ça, en fait. Et du coup, on s'est mis à créer notre normalité, en fait, si tu veux, avec ce niveau de pression-là, en fait, tu vois. Du coup, la réalité, c'est que c'est un niveau de pression incroyable. C'est des doutes sur juste le fait que ta compagne reste en vie, en fait. Tu vois, qui sont réveillés régulièrement. C'est des nouveaux lots de souffrance parce qu'une nouvelle opération, parce que les traitements, c'est horrible pour l'organisme à court, à moyen, à long terme. Il y a vraiment... voilà, ça te bouffe le corps. Et donc, du coup, tout ça, rajoute une pression, ça retire des ressources, ça... Et du coup, il reste que les vraies discussions, en fait. Il reste que de parler de... de toute façon, il y a des moments... il y a bien des moments dans un parcours comme ça. T'as pas le luxe de pouvoir faire... me saoule un peu, mais de toute façon, au pire, je suis au taf 50 heures semaine. Ça va, on passe des bons week-ends. On peut faire autre chose. Non. Tu peux pas faire autre chose. T'y penses tout le temps. Tu vois ? Faut que t'aies les discussions. Faut que t'as pas le choix. Faut que tu les aies. Parce que sinon, ça se trouve, elle va mourir. C'est autre chose, tu vois. C'est autre chose. Donc, du coup, ça nous a amené de fil en aiguille à encore approfondir une relation. Et je crois que elle, comme moi, ça a été quelque chose qui nous a sauvés quelque part. Parce que je viens de quelque part où j'avais pas ça. Et c'est dans cet océan de souffrance, de doute, de douleur, et en fait que j'ai vraiment étreint quelqu'un si près de moi pour la première fois. Et ça me quittera jamais. Parce que maintenant, je sais ce que c'est une relation vraiment authentique, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a permis de construire ? Là, tu l'abordes, ce que ça t'a apporté, ce dont tu avais manqué avant. Qu'est-ce que ça a permis de bâtir en toi, d'avoir accès à tout ce nouveau fleuve d'émotions et à cette personne qui a pu t'apporter une atmosphère que tu n'avais pas avant ? Je pense que du coup, en fait, j'ai dû grandir très vite aussi, en fait, à travers ça. Donc, je pense que j'ai construit énormément de stabilité émotionnelle. Beaucoup plus, vraiment beaucoup plus qu'avant. Beaucoup de confiance en moi, en les autres aussi. Et en fait, beaucoup d'estime aussi pour moi. Vraiment, je pense que ça, identitairement, ça m'a vachement construit aussi. Et pas du tout sous l'angle du je suis un sauveur, je suis un accompagnant, tu vois. Mais par contre, je sais ce que je peux produire. Si ça me tient à cœur et si je le veux, tu vois, vraiment,
Ça, il y a beaucoup de choses qui me semblent être beaucoup plus de la gnognotte à gérer maintenant, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça a construit ça a construit aussi... du coup... Ah, puis ça a construit aussi... En fait, c'était déjà construit en moi, mais ça a commencé à vraiment apparaître. Mais vraiment, cette envie de faire les métiers que je fais maintenant. Donc d'accompagner des gens qui souffrent pour maximiser ce qu'ils vont tirer de leur souffrance, transformer leur souffrance en croissance. Et ça, c'est pas rien, parce que ça, pour le coup, ça, c'est vraiment une ligne directrice, c'est un horizon dans ma vie qui s'est révélé à moi à travers ça. Et maintenant, du coup, ça me donne un cap. Ouais. Tu vois, ça me donne un cap beaucoup plus large. Ouais. Quelle est l'image maintenant dans cette atmosphère dans laquelle vous êtes, dans cette ambiance, dans cet environnement dans lequel vous baignez, que tu baignes à titre personnel, quelle est l'image que tu penses les gens ont de toi? Ça dépend qui, j'imagine. Hein. Tu vois. Si tu demandes à mon ex, ce sera pas la même chose qu'à Olivia. Non. Si tu demandes à mon meilleur ami, ce sera pas pareil que le mec à qui j'ai dit d'aller se faire foutre ce matin, tu vois. Mais globalement, du coup, les gens ils peuvent tout dire. Ouais. Absolument tout le continuum de ce que quelqu'un peut être entendu de moi selon la bouche que t'écoutes. Ouais. Et quelle est l'image que toi, tu as de toi? C'est difficile à résumer ça, tu vois. Parce que moi, j'ai une image assez claire en moi, mais c'est une image complexe. Bien sûr. Comment tu la résumes? J'ai l'image... Je me vois vachement comme un animal sauvage qui a une énorme énergie sauvage, du coup, tu vois. Quelque chose de très intuitif, très sensible. Et peut-être peureux aussi. Mais dans le sens d'un animal sauvage. Un loup, il a peur. Ouais. C'est fonctionnel. Hein. Tu tapes du pied, le moineau, il s'envole. Et il s'en fout, lui, de ce que t'en penses. Il est libre. Donc je le vois plutôt comme ça, mais en tout cas, un animal comme ça, qu'apprend à devenir humain, qu'apprend à raffiner les choses petit à petit. Moi, je me vois comme ça, tu vois. Ouais. Et la troisième partie de cette séquence de questions, ça va être, maintenant que tu as l'image que tu as de toi, et l'image peut-être plus complexe ou peut-être même plus diverse que l'image que les gens ont de toi, quelle est l'image que toi, tu aimerais renvoyer? Précisément celle-ci. Honnêtement, je pense qu'il y a des moments où j'aurais voulu renvoyer autre chose pour me protéger derrière une image. Tu sais, on se dit, on se fait une idée de ce qui est le plus acceptable socialement, ce qui, et un jour on découvre éventuellement que personne n'a la même idée à propos de ça. Mais en tout cas, tant que tu es là-dessus, tu te dis, du coup, quitte à faire, si je veux être accepté, j'ai peut-être meilleur temps de coller à cette image. Je crois maintenant qu'en fait, au final, c'est pas forcément comme ça que ça se pose. Et du coup, oui, dans l'idéal, je préférerais pouvoir être le plus perçu comment moi je me perçois. Plus authentique. Alors Fabio, dis-moi, c'est quoi ton histoire? Déjà, je pense qu'on en a vu... On a vu des choses intéressantes au final avec les questions précédentes. Enfin, en tout cas, des choses intéressantes. Moi, je les trouve intéressantes, c'est ma vie, tu vois. Mais des choses qui sont assez fondatrices. Et je sais pas s'il y a forcément besoin de revenir dessus là, maintenant. Mais peut-être là, en fait, j'ai pas forcément besoin d'en dire beaucoup, mais juste reprendre tous les fils, en fait, qu'on a pris pour finir un peu la broderie. Mais du coup, avec tout ça, en fait, mon parcours de vie m'a montré que je peux grandir, je peux m'auto-éduquer. Et non seulement ça, mais en plus, à un moment, je le faisais parce que j'avais peur, donc je fuyais quelque chose. Et puis, en fait, maintenant, je le fais parce que juste, je trouve ça profondément kiffant, en fait.
Parce qu'il y a une aventure. Il y a une aventure derrière, en fait. Et donc, du coup, j'ai vu à quel point moi, j'arrivais à m'aider avec certains outils et à quel point j'arrivais à obtenir des résultats qui m'ont permis de construire une vie authentique, une vie qui me ressemble plus. Et c'est sûr, tu vois, j'ai mes défis comme tout le monde, en fait. Et je souhaite en avoir, parce que si j'en ai pas, ça veut dire que je suis arrivé. Je suis arrivé où? Telle est la question. Ouais. C'est souvent là qu'on se rend compte qu'on est perdu, donc je préfère pas arriver, tu vois. Je veux pas trouver ma place, je veux la chercher, tu vois. Et puis, avec ce qui s'est passé avec Olivia, avec ma compagne, j'ai vu aussi à quel point, comme je te disais, en fait, il s'agissait de rester pour... il s'agissait pas de rester parce que j'avais peur de vivre sans elle. Il s'agissait de rester parce que je voulais lui donner la force que moi, je pouvais lui donner. Et en l'occurrence, je crois vraiment que je lui ai donné tout ce que je pouvais lui donner. Et c'est beaucoup passé par le fait de l'aider, elle, en respectant son individualité et son altérité, l'aider, elle, à comprendre quelles ressources elle avait perdues, accompagner sur ce deuil, comprendre les ressources qui lui restaient, celles qui étaient en train d'émerger, de faire ce bilan comptable, entre guillemets, tu vois. Et ensuite, de voir ce qu'elle voulait en faire. Et j'ai vu à quel point ça avait un impact positif sur elle, en fait. Tu vois ? Et j'ai vu à quel point ça a évité certains écueils. Et honnêtement, c'est une de mes plus grandes satisfactions dans la vie, de la voir aujourd'hui avancer et construire, tu vois. Elle fait pas que survivre, en fait. Oui, elle est en train de se battre et de survivre face à un cancer. Mais en fait, elle est aussi en train de vivre et de construire une vie, tu vois. Et en fait, ouais, c'est le plus beau cadeau que je voulais lui faire. Et si je pense que j'ai pu le faire avec elle, c'est parce que elle est aussi franchement exceptionnelle et qu'elle a choisi la vie. Mais des gens qui souffrent de fou et qui choisissent la vie ou qui veulent la choisir, et il leur manque un petit truc, une petite ressource en plus externe, un outil, et qu'ils l'ont pas, et qui se plantent. Ça me rend ouf, ça. Tu vois ? Ça me rend vraiment ouf. Et c'est peut-être cet outil que tu apportes, toi, en essayant d'accompagner ces personnes qui ont souffert et qui souhaitent revenir sur un chemin qui leur convient. C'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce que je fais dans mon coaching pour les personnes en situation de cancer ou en rémission. C'est ce que je fais en tant qu'accompagnant à l'emploi. C'est ce que j'essayais de faire en tant que recruteur avant. Ouais. C'est ce que j'essayais de faire avec moi-même en étudiant la psychologie avant. Ouais. Et c'est comme ça que je le fais aujourd'hui parce que je suis en train de trouver une manière optimale de le faire. Le médium par lequel je peux transmettre le plus, le bon moyen de tu vois, le bon canal pour envoyer la valeur que moi je peux envoyer aux gens qui en ont besoin. Si demain ça prend une autre forme, ce sera une autre forme, mais c'est ça. Et je vois aujourd'hui effectivement que tes choix, t'en es fier aujourd'hui, la direction que ta vie a fini par prendre, la tournure en tout cas que ça avait pris au départ, puis les changements qui ont eu lieu difficiles, mais aujourd'hui semble être trouver une place qui semble te convenir. Ah ouais, carrément. Alors après la fierté, je sais pas. Enfin, j'en ai pas honte non plus, hein. Mais je le vis moins comme un truc. Non, je sais pas si j'y mets vraiment de la fierté en fait. Ça me rend super heureux et enthousiaste pour moi.
mais c'est un truc que je fête avec moi-même, en fait, si tu veux, tu vois. Et je pense que mes amis se réjouissent de voir que j'avance de manière de plus en plus alignée. Mais c'est mon délire à moi, tu vois ce que je veux dire. Donc je le partage avec moi et en fait, du coup, oui, j'en tire pas forcément de la fierté, non, mais une grande joie. Ça allait être justement ma question. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui en regardant tout ce parcours? Non, il y a quand même des choses qui me rendent fier. Hein. Ouais. Il y a des choses qui me rendent fier dans le sens où j'ai le sentiment d'en tirer une forme d'excellence morale dans certains choix. Il y a des choix que j'ai réussi à faire en dépit de la peur. Et ça, je suis très fier de ça parce que je pense que j'ai vraiment disrupté la voie sur laquelle mon système aurait pu me mettre. Et je vois beaucoup de parcours de vie autour de moi, de personnes qui montent pas forcément aussi haut, qui s'alignent pas forcément autant avec eux-mêmes, qui cultivent pas leur potentiel autant que ce qu'ils auraient pu. Parce qu'il y a un démon qui leur a mordu la jambe à un moment et il a pu lâcher. Ils n'ont pas trouvé le moyen de faire lâcher la prise et ils en sont restés quelque part. Et ça, ouais, j'en tire beaucoup de fierté. D'avoir su trouver le bon judo au bon moment avec mes démons intérieurs pour toujours avancer un peu de plus. Ouais. Et ces démons, ils sont encore là? Ah ouais. Et qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui? Aujourd'hui? Ouais. Oh, bah, là, ce qui me fait peur, c'est la mort. Ouais. Vraiment le truc... Pas la mienne, parce que c'est... j'ai un regard assez relatif là-dessus. Enfin, je veux dire, si moi je meurs, en tout cas, je sais pas ce qui se passe après, mais déjà, j'ai une forme de curiosité purement intellectuelle, je rassure tout le monde, sur ce qu'il y a après. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jeu sur Terre, en ce qui concerne cette enveloppe charnelle, s'arrêtera à ce moment-là. Donc, ça me... Intellectuellement, ça me fait pas peur. Dans mes tripes, à un niveau tribal, évidemment, hein, comme tout le monde. Mais c'est ça. La mort des gens que j'aime, que j'ai envie de protéger, ça me... Ouais. Mais par-dessus tout, c'est cette petite mort dont on parlait. Et malheureusement, je parle pas de la petite mort dans le bon sens du terme, je parle de cette petite mort de potentiel inexploité. Ça me fait peur. Ça, c'est un vrai truc qui me fait vraiment peur pour le coup, parce que ça a des conséquences super négatives au niveau individuel, ça a des conséquences super négatives au niveau collectif aussi, en fait. L'échec de l'élévation de la conscience morale de l'être humain, je pense que c'est un des éléments de réponse de notre échec en tant que civilisation aujourd'hui, en fait. Et vu où on va, c'est ma manière d'avoir peur de l'avenir, en tout cas. Ouais. Et ce potentiel inexploité, il résiderait où chez toi? Moi, en fait, c'est marrant parce que c'est plus comme ça que je me la pose la question pour moi, en fait, maintenant. Ah ouais? Ouais, parce que je me sens... j'ai l'impression d'être aligné, en fait, avec mes potentiels. Et du coup, je me contente de les vivre, en fait, aujourd'hui, tu vois. Il y a un peu un truc comme ça. Pendant longtemps, je les ai cherchés. Puis c'est marrant parce que depuis que j'ai trouvé, j'ai oublié la réponse à cette question que je me suis pourtant posée des années, quoi, tu vois. Mais... pour répondre en un seul mot, je dirais dans mon humanité. Ouais. Dans cette ambivalence qu'il y a entre l'instinct et l'intellect, entre le purement intuitif et émotionnel et l'accès à un patrimoine culturel multimillénaire et la possibilité de voyager dans tout ça avec une conscience. Ouais. Et à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais ce potentiel que tu n'arrivais pas à exploiter ou que tu n'arrivais pas à poser le doigt dessus pour pouvoir le faire sortir et l'exprimer comme tu le voulais? C'est le coup du malaise vagal devant le miroir. C'est vraiment là où je me dis non mais attends, il y a un problème.
il y a quand même un gros décalage entre ce que tu sais qu'il y a à l'intérieur de toi et ce que tu vois dans le miroir. Là, le décalage est trop flagrant, tu vois. Et ça a vraiment été le moment où je me suis dit non, attends, là, faut faire quelque chose maintenant, tu vois. Mais bon, ouais, c'est terrible, hein, mais tu vois, en fait, ouais. J'ai l'impression que ça aussi, c'est un truc qui fait quand même vachement partie de la nature humaine. Il faut avoir l'impression que tu peux vraiment tout perdre. Tu vois, il faut vraiment connaître des situations extrêmes pour recalibrer le système et dire attends, qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire en fait là? Je croyais que je savais ce que je faisais, mais en fait, je sais pas du tout. Tu vois. Ouais, dans la nature humaine, j'ai quand même pas mal cette impression qu'on se rend compte de l'importance des choses seulement soit une fois qu'on les a perdues ou quand on est prêt à les perdre. Et c'est peut-être là que, justement, quand on recalibre les priorités, la vision qu'on a des choses. Ouais, je le crois aussi. Est-ce que tu arrives à identifier un moment où tu aurais eu besoin de toi, mais de l'adulte que tu es aujourd'hui? Tous les moments avant cet instant où on est en train de parler, ça aurait été un cheat code, c'est sûr. Je suis une version plus mature que l'instant d'avant. Donc, mais pour répondre à la question qu'il y a sous ta question, il n'y a aucun moment où je regrette mon choix. Ce que je regrette, c'est les conditions du direct dans lesquelles j'arrive et le manque de ressources, de certaines ressources, qui fait que dans mon histoire, je suis un être blessé. Et si on l'est tous, y a certaines blessures qui sont plus lourdes à porter et c'est chiant, tu vois. Et en même temps, sans cultiver ce sentiment d'injustice, ça me donne la niaque, tu vois. Ça donne la colère de dire « allez, on y va ». Donc du coup, je sais pas si c'est 100% malsain, tu vois. Ouais. Tu répares aussi quelque chose vis-à-vis de toi-même, en fait, sur des parcours de vie comme ça, tu vois. Donc en fait, je sais pas si c'est une mauvaise chose en soi. Et en tout cas, pour les décisions douloureuses, difficiles, pas forcément bonnes d'un point de vue logique qu'ont pu être prises dans mon parcours de vie, je regrette cependant pas de les avoir prises parce qu'elles font partie d'un tout cohérent qui font que cette décision de merde là, et puis il y en a, tu vois, on en a tous, tu vois, moi aussi j'en ai, quoi. Et on les prend et on est genre, putain, mais ça c'était vraiment de la merde. Quand je sais ce que je sais aujourd'hui, mais je me demande comment j'ai pu... Et en fait, au fond, nous, on le sait très bien pourquoi on a choisi ça à ce moment-là, tu vois. Et puis, on sait aussi avec le recul que ça a débouché sur des choses, tu vois. Ça a débouché sur des leçons. Moi, je me suis pas retrouvé par terre après cette relation toxique que j'ai eue des années sans obtenir quelque chose en échange, tu vois. J'étais vidé, mais j'avais encaissé certains chèques. Ah, ça se passe comme ça. Si je fais ça, ça se passe comme ça. Si je donne tout, j'ai plus rien. Non, mais c'est con. Mais mon système nerveux, il le savait pas, tu vois. Totalement. Et si tu pouvais t'adresser un mot à toi-même, justement, qu'est-ce que tu aimerais te dire? Rien. Franchement, rien. Une main sur l'épaule, un sourire. Je suis assez... Malgré tout ça, j'ai toujours été assez complice de moi-même pour que je pense que ça suffise. Tu vois? Ouais. Et justement, ce jeune à qui, justement, tu fais une tape sur l'épaule, que tu prends peut-être dans tes bras, tu penses que lui, il ferait quoi et il te dirait quoi à toi, en voyant toute l'évolution qu'il y a eu? Ah, s'il me voyait, lui, aujourd'hui? Ouais. Je dirais, mais t'es vieux. Non, je pense que ça lui donnerait vraiment de l'entrain, en fait. Parce que, je pense vraiment que ça lui donnerait de l'entrain de fou. Ouais. Honnêtement, franchement, je pense que je suis devenu l'adulte imparfait, mais entier, que celui que j'étais à 14, 15, 20, 25 aurait kiffé, tu vois. Aurait kiffé avoir dans sa vie en tant qu'aîné. Ouais. C'est beau. Ouais, grave. C'est beau. Là, le micro qu'il y a devant toi peut passer un message à toute la Terre et peut arriver aux oreilles
d'un jeune homme, d'une jeune fille qui traverse les chemins, les obstacles que toi, tu as eu à traverser, qui ont un parcours similaire et qui se posent peut-être les mêmes questions que toi, etc. Et aujourd'hui, ils peuvent entendre ta voix. Quel message tu pourrais délivrer? Cherchez. Continuez de chercher. Il y a quelque chose que vous voulez trouver en vous et vous détournez pas de cette recherche-là. Parce que c'est la bonne réponse. Et le chemin qui vous mène à trouver cette réponse, je le connais pas, je sais pas de quoi il est fait, et il va certainement vous faire plus ou moins souffrir. Il n'y a à peu près aucun doute là-dessus. Et c'est normal que vous ayez peur. Mais la réponse que vous cherchez, je peux juste vous promettre une chose, c'est la bonne. Pour vous. Et pour d'autres qui seront contents que vous l'ayez trouvé. Ce même micro, tu peux le passer à quelqu'un que je tâcherai de faire venir. Ah, le passage de bâton continu. À qui est-ce que tu aimerais passer le micro? Je crois que naturellement, je crois que j'aimerais beaucoup le passer à Olivia. Ouais. Parce que pour le coup, pas uniquement parce que c'est quelqu'un que je trouve absolument génial, mais aussi parce qu'en termes de positionnement dans le choix de la vie, toujours la vie, ouais. Et avec une force dans la douceur, je pense que c'est vraiment c'est quelque chose qui mérite d'être vu et entendu, en fait, ouais. Pour le coup. Donc ouais, je dis Olivia. Et prochaine escale, Paris, Olivia. Incroyable. Olivia. Parfait, exactement. On teste notre synchronisation. Merci beaucoup, Fabio. Merci à toi. Et merci pour toutes ces confidences, pour cet échange sur tout ton parcours et les obstacles et comment tu as pu gérer tous ces passages. Donc, merci pour ton authenticité et pour cet échange. Merci à toi, Durcial, pour tes questions. Avec plaisir. Fin de l'épisode. Clap de la fin. 1. 2. Je sens que t'as la pression là. De fou. Ça fait 1h30 que j'attends ce clap. Toutes les questions, je me prépare. C'est à tout moment. 1, 2, 3. Ouais, on a réussi. J'adore.